Pour l'instant, j'ai la sensation qu'elle est bien perçue par les gens de l'administration française qui nous entourent et qui nous aident. Pour eux, c'est vraiment un étalon pour juger une carrière, par exemple. C'est au-delà d'une norme, c'est véritablement un engagement d'amélioration continue. C'est quelque chose de très positif et d'ailleurs, il faut qu'on continue à aller dans ce sens. Je pense que quand elle est connue, elle est très bien perçue. On est généralement cité en exemple par les autres métiers qui nous disent « Mon Dieu, tout ce que vous faites et l'organisation que vous avez par rapport à l'environnement au sein de votre métier, c'est incroyable et ça gagne à être connu. » Je pense qu'il y a plus de visibilité au niveau national malheureusement qu'au niveau régional. En tout cas, c'est la perception que j'en ai sur l'Île-de-France. Comme ils viennent de plus en plus visiter les sites, je pense qu'ils apprécient. Le fait qu'on fasse du tri de déchets, qu'on fasse qu'on soit du moins aussi sensible que ça à l'environnement, je pense que ça les touche beaucoup. Il nous appartient à nous, professionnels, de la faire connaître le plus loin possible au niveau des parties prenantes. C'est un axe d'amélioration forcément en termes de management de l'environnement, donc c'est quelque chose qui est bien perçu. Le gros intérêt de cette charte, c'est aussi qu'elle a motivé les équipes en interne. C'est peut-être un effet collatéral qu'on n'avait pas imaginé il y a 10 ans au début de la charte. Quand on rencontre les parties prenantes dans les commissions de suivi, le fait d'annoncer, le fait d'expliquer qu'on est dans la charte, qu'on est dans la démarche charte, c'est souvent intéressant et ça permet, avec les parties prenantes, de montrer comment on progresse et de montrer où on va. Il y a peu de professions qui ont autant œuvré pour réduire leur impact, pour le prendre en compte sur aussi bien la biodiversité, mais les riverains. Mais je pense que ça rassure quand même d'avoir des carrières qui intègrent la charte et puis surtout qui acquièrent le plus haut niveau. Donc je pense que ça commence à faire des émules en fait. Même les carrières qui ne font pas partie en fait, de cet engagement commencent à y réfléchir. Je pense et je suis convaincu que l'échange, le dialogue et la concertation constituent le pilier essentiel de du bien fondé de cette charte. Donc on a eu déjà une sorte de bilan à la fois des présidents et des personnes qui participent. Et donc maintenant c'était un peu l'occasion de faire un bilan, peut-être en entrant un peu plus dans les détails concrets de ce qui se passe quand on applique cette charte. Alors déjà les chiffres sont, juste pour introduire très très rapidement, les chiffres sont quand même très intéressants de la charte puisque en 2006 il y avait 845 sites partenaires et là maintenant on est à 1080 sites chartés et qui représentent près de 60% de la production de granulats d'Hexagone. Et en plus, parmi tous ces sites, il y en a 504 qui ont atteint le niveau 4, qui est le niveau le plus élevé. Ça donne juste une idée déjà. Alors en termes de contenu, la charte c'est un grand défi parce qu'elle aborde des sujets très divers. Il y a notamment en thème la biodiversité, l'eau, le bruit et les vibrations et la concertation. J'aimerais juste que vous nous précisiez votre activité pour qu'on sache bien de quoi on parle et que vous nous disiez après ce que la charte a changé dans votre activité depuis que vous y avez adhéré et ça fait longtemps. On a adhéré à la charte dès le départ. La signature s'est faite en novembre 92 et décembre 92 pour les sites historiques. Donc on était dès le départ dans la démarche. Tous nos sites d'extraction et ou de production sont sous charte environnement. Voilà, c'est notre tronc commun. La charte environnement nous a permis de structurer notre démarche au travers de ce référentiel relativement simple et concret qui fonctionne aussi bien, qui passe aussi bien auprès des opérateurs sur le terrain que auprès de la direction de par sa transparence. C'est oui, non. Voilà, il n'y a pas débat. Donc c'est le côté, c'est l'outil qui permet de mettre en place une démarche environnementale en étant sur des points concrets. Est-ce que vous avez mis en place le tri sélectif sur votre site? C'est oui ou c'est non. Il n'y a pas de oui mais. Voilà. Donc ça a cet avantage d'être relativement concret
terrain et de passer aussi bien auprès des gens sur le terrain, et donc de pouvoir mobiliser les opérateurs aussi bien sur le terrain que les gens de bureau autour de cette démarche. Donc comme première question que j'aimerais vous poser un peu à tous, c'est quand même, revenons au démarrage, c'est quoi l'intérêt d'adhérer à la charte quand on est dans l'extraction, et c'est quoi l'intérêt pour les autres participants d'y participer et de s'y mettre? Thomas Jousse. Alors la première étape, c'est déjà de se positionner face à un référentiel qui est au moins connu par la profession, et de pouvoir s'étalonner par rapport aux bonnes pratiques et voir un petit peu par notre petite lucarne où se situe notre site au vu des moyennes régionales, moyennes nationales. Dans un premier temps, c'est ça. Ça permet en une journée de faire un retour synthétique, le temps de l'audit, une journée, d'avoir un retour synthétique, une photo de votre site et d'identifier déjà des pistes de progrès. De pouvoir établir un plan d'action par la suite, de coordonner vos actions au travers de thèmes simples, au travers de questions simples, et ainsi progresser d'année en année, voir et mesurer, quantifier le progrès accompli. Ça, c'est le gros point positif du référentiel. On retrouve ça pas forcément dans d'autres référentiels environnementaux existants type ISO 14001 où la norme est relativement ne peut pas être mise entre toutes les mains. Ça veut dire qu'il faut quand même avoir un œil exercé pour la lecture de la norme, chose que l'on ne retrouverait pas au travers de ce référentiel charte environnement. Cet audit charte environnement, vous pouvez le faire lire à un chauffeur de chargeur, il comprendra. Vous faites lire la norme ISO 14001, le chauffeur de chargeur ne la comprendra pas. Donc c'est quand même un intérêt particulier qu'a ce référentiel, être abordable. La charte environnement, on fait beaucoup de choses. Je pense que le référentiel est pertinent, nous pousse vers l'avant et est force de proposition. Je vais prendre un exemple concret, les commissions locales de concertation et de suivi, chose qui a été abordée sur les 2 points précédents. En région Midi-Pyrénées, on commence à le voir apparaître sur les arrêtés préfectoraux. À l'origine, c'était une démarche volontaire. C'est le syndicat qui a été force de proposition, et on se retrouve avec ce point-là qui, petit à petit, devient un socle commun. Et on peut être fier quand même d'avoir été force de proposition, au moins pour le volet concertation. Alors on a une question justement qui nous vient tout droit du numérique, de Wisambly. Le référentiel n'est-il pas trop binaire ? Oui, il faut quand même imaginer qu'au moment où on répond à la question à l'auditeur, il y a un dialogue avec l'auditeur, c'est-à-dire qu'on a le droit de se justifier, que l'on trouve par exemple que la question est sans objet, parce que certaines carrières n'ont pas à répondre à l'entièreté des questions. Donc parfois il y a une discussion sur est-ce qu'on est sans objet ou est-ce que la question s'applique. Ensuite, pour certains exemples, effectivement, la question c'est oui ou non. D'autres, ça dépend. Mais effectivement, c'est quand même assez binaire. Et le côté rigoureux reste intéressant pour moi. Pour ceux qui sont en concertation, la question ce serait, est-ce que vous avez vraiment voix au chapitre? Est-ce que vous pouvez apporter quelque chose ou est-ce que ça reste de la discussion informelle et puis après chacun rentre chez soi? Alors, au niveau d'un parc naturel, il faut savoir qu'on donne des avis sur les projets de carrière. Donc c'est pas neutre le dialogue qu'on a avec les carriers. Et effectivement, quand il y a une charte environnementale, ça permet, j'allais dire, de voir comment le carrier applique concrètement ce qu'il a signé. Et puisqu'en plus il y a des commissions locales qui permettent d'échanger et d'avoir un bilan tous les ans, il ne faut quand même pas l'oublier. Et d'autre part, quand il y a des extensions de carrière ou des nouvelles carrières, ça nous permet effectivement de mettre le curseur en fonction de la charte. Moi je trouve qu'il y a une chose qui est très importante, c'est qu'on est bien dans une approche d'amélioration continue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un objectif qui est arrêté à un niveau donné, c'est qu'en fonction du contexte, en fonction du cas, jusqu'où on peut aller, et on sait très bien qu'il y a un équilibre à trouver entre
ce qui est tout à fait logique, la nécessité de l'équilibre économique indispensable, et puis d'autre part la préservation de la biodiversité ou la réhabilitation des sites qui peuvent ramener des fonctionnalités écologiques. Et donc en tant que maire, est-ce que vous constatez aussi qu'il y a une vraie concertation vraiment au sens échange et avec des résultats? Dans le cas présent, en tout cas, et depuis que c'est cette société qui gère notre carrière, on a une véritable concertation, ce qui n'était pas le cas auparavant. Auparavant, si vous voulez, j'allais régulièrement dans la carrière pour voir s'il n'y avait pas d'objets indésirables, par exemple, pour voir comment ça se passait. Aujourd'hui, quand j'y vais, c'est pour le plaisir de voir les hirondelles de rivage, de voir les abeilles, de voir certaines espèces floristiques, et donc je n'y vais plus pour contrôler ou pour mettre mon grain de sel dans ce qui ne va pas. Non, on a une véritable concertation. Des questions qui arrivent là, en veux-tu, en voilà. Une première, quel est l'impact ou les réactions que vous observez dans vos régions sur les administrations, notamment la DREAL, on en parlait, liées à la charte? Est-ce que, voilà, quelle est votre, en gros, les relations que vous avez avec les administrations, et notamment régionales? Au niveau de la DREAL connaît la démarche. C'est pas forcément tous les tenants et les aboutissants. Et le compte-rendu des audits ne leur est pas communiqué, à moins que le carrier le souhaite et communique envers la DREAL en leur disant on en est à tel niveau. Mais ce n'était pas la volonté dès le départ de leur communiquer les résultats des audits charte. Le gros point positif de notre région en Midi-Pyrénées, c'est d'avoir réussi à développer un partenariat avec le Conseil régional Midi-Pyrénées, qui, une fois atteint le niveau 4 sur 4, permet d'avoir une remise de diplôme en partenariat avec le Conseil régional Midi-Pyrénées. Et là, c'est un gros point fort au niveau communication, aussi bien grand public, attestant du niveau de la charte, mais surtout au niveau des élus. Un panneau à l'entrée d'un site disant que le site a atteint le meilleur niveau environnemental avec le logo du Conseil régional Midi-Pyrénées qui est associé à la démarche, ça pèse dans la concertation, ça pèse dans la communication et ça pèse sur l'image de la société. Juste faire un point sur le Nord-Pas-de-Calais. En gros, si vous me posiez, enfin vous avez posé la question de toute façon, concernant tout, est-ce que le système démarche charte environnement nous aide en fin de compte, par exemple dans des dossiers ou au quotidien? J'aurais tendance à dire que la DREAL connaît le système, pour en avoir fait la publicité auprès de ce service. Oui. Mais on n'arrive pas forcément à voir jusqu'à quel point le système est connu et jusqu'à quel point ça joue un rôle dans la perception qu'on a de nos sites. En revanche, au niveau plus local, une fois qu'un carrier a implanter la démarche sur son site et à organiser, on va dire, les CLCS au niveau local, ça joue son rôle. On a effleuré cette question des mentions qui est quand même l'étape ultime, le top du top. Est-ce qu'on peut revenir sur les différentes mentions et comment la charte et le référentiel permettent d'apprécier justement ces spécificités de chaque site? Vous avez quelle mention? Mention biodiversité. Bon, il faut imaginer que pour le référentiel donc, de notation de 1 à 4, il y a 80 questions. Le référentiel pour les mentions sont à chaque fois réduits. Si je ne me trompe pas, il y a à peu près 15 questions. Alors je connais que le référentiel pour la biodiversité, mais on passe à un autre niveau d'exigence. Déjà, on va dire, il y a un beau niveau d'exigence au niveau de la notation de 1 sur 4, mais au niveau biodiversité, par la suite, il faut vraiment montrer une vertu particulière. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire des inventaires réguliers, des suivis quasiment annuels de la flore ou de la faune, voire les deux, sur les sites. C'est aussi s'entourer de gens de l'extérieur pour le conseil, le faire avec des naturalistes notamment. On avait un référentiel qui existait depuis donc 2004 quand il est sorti, puis révisé 2007, révisé 2009. Et l'idée, ça a été l'idée telle qu'on nous l'avait expliqué, c'était de vouloir donner un nouvel élan à la charte sans forcément toujours retoucher le référentiel.
Donc de promouvoir une action favorable dans un des 5 secteurs sans retoucher le référentiel. Et pourquoi ne pas retoucher le référentiel? Pour laisser le temps au plus grand nombre de pouvoir s'approprier ce référentiel et faire adhérer, avoir une adhésion massive de la profession. Une révision du référentiel en 2012. Une révision pour le coup substantielle. Cette modification de référentiel a été très difficile dans le sens où beaucoup de nouvelles questions sont arrivées et une nouvelle approche a été amenée. Très bonne idée, sur l'ensemble de la démarche, ok. Le seul souci, et là on est sur un volet communication, cette révision de référentiel a amené une baisse des notes, le temps de s'approprier le système, de 5 à 7% au niveau de l'ensemble des carrières de France. Aller expliquer, on parlait de communication, aller expliquer à un voisin ou à un chauffeur de chargeur que entre l'année précédente, en 2011-2012, ok, il était à 84%, et que l'année suivante, il est plus qu'à 79%. Il vous dit, mais je fais comme l'année dernière, je fais tout comme... Ah oui, mais ça a changé, etc. Résultat des courses, on est obligé d'être sur une posture défensive là où il n'y aurait pas eu lieu d'être. Donc ça, c'est un peu le regret de la dernière modification, et ça permet un petit peu de répondre à une des questions qui a été posée dans la salle. Sur le transfert d'un référentiel à l'autre. Je n'ai pas connu le contexte, effectivement, où on passe d'un référentiel à l'autre, mais... oui, effectivement, j'identifie tout à fait le risque pour les gens qui voient le panneau à l'entrée avec la notation. En contrepartie, c'est un élément fort, je pense, d'une CLCS où on explique qu'on n'en reste pas là où on en est et où, en fin de compte, le référentiel, quand on voit qu'on peut l'améliorer, ben on l'améliore. Et je pense que, effectivement, il y a deux lectures. Il y a la personne totalement extérieure qui va s'inquiéter de savoir pourquoi il y a une baisse de pourcentage de réussite, alors qu'en fin de compte, on est au même niveau absolu. Mais par contre, en CLCS, lorsqu'on va annoncer qu'il y a, on va dire, un durcissement du référentiel, ça joue aussi un rôle positif, quoi.